quand on parle d'innovation sociale, il y a une définition qui est généralement reconnue au Québec, qui est la définition du Réseau québécois d'innovation sociale, donc le RQIS, qui dit, là je vais y aller de mémoire, une nouvelle idée de produit, service, organisation, modèle, réglementation, etc., 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 qui répond à un besoin clair et bien défini d'une population et qui génère plus de bénéfices que les solutions existantes et qui a été adopté par le milieu. Si on continue, il dit les retombées de cette innovation-là doivent être sur une grande quantité de bénéficiaires et non accaparées par quelques individus. Et elle se veut dans sa nature, elle est longue en tabarnouche. Elle se veut une rupture avec l'existant et veut porter un changement, en fait, systémique, une transformation de la société. Grosso modo. On raccourcit ça. Une nouvelle idée de mettez ce que vous voulez là-dedans, produit, processus, service, modèle d'affaires, blablabla, réglementation, etc., qui répond mieux que les solutions existantes à une problématique claire et définie d'une population et qu'il y a des retombées sur cette population-là qui sont diffusées. Tout le monde flash sur la partie là, confetti, feu d'artifice, nouveauté, nouvelle idée, etc. Or, ça, c'est beaucoup plus l'aspect invention. La nuance entre une invention et une innovation, c'est sa valeur ajoutée par rapport aux solutions existantes, puis ce qu'on appelle son adoption. Si on parlait d'une innovation, par exemple, commerciale, on dirait c'est un produit ou un service qui en a vendu assez pour devenir rentable, donc il est pérenne. Quand on parle d'une innovation sociale, on va parler, par exemple, d'une pratique ou quelque chose comme ça, qui est maintenant rendue, si on veut, institutionnalisée, qui est utilisée de manière courante. Donc, voilà. Je pense que la question, c'est pas tant la question de la définition que la question de où on doit véritablement mettre le focus. Entre une nouvelle idée, c'est facile d'avoir des nouvelles idées. Mais c'est véritablement la question d'identifier une problématique, d'identifier il y a où l'écart pour répondre aux besoins véritables de la population par rapport aux solutions, puis trouver comment y répondre de meilleure manière. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on arrive avec une solution qui ne répond pas bien aux besoins, ou des fois qui s'attaque même à une problématique imaginaire que vous êtes projeté dans votre tête. Et si la seule chose qu'on a, c'est notre idée, c'est notre point d'ancrage, c'est beaucoup plus difficile de la laisser aller parce qu'on n'a plus de. Moi, je parle souvent du bord de la piscine, là. On n'a rien pour s'accrocher sur le bord de la piscine. Si j'ai juste une idée, puis c'est la seule chose que j'ai, je vais souvent avoir une idée fixe pour la garder parce que c'est mon point de confort. Or, nous, souvent, ce qu'on va faire à travers nos activités d'accompagnement avec l'incubateur civique, par exemple, etc., ou les accompagnements qu'on fait avec les lauréats du hackathon, c'est d'essayer de définir, ben, c'est quoi la vision de la problématique? C'est quoi les nœuds dans la problématique? C'est quoi notre vision du changement réalisé? Puis à partir du moment qu'on a cette vision-là du changement qu'on cherche à créer dans la société, c'est ça qui devient notre nouveau point d'ancrage. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là de laisser le bord de la piscine de l'idée parce qu'on a la main sur la barre de la piscine de l'impact. Fait que c'est comme ça, en fait, ce petit switch-là, souvent, qui est à faire, de prendre un petit pas de recul, de dire qu'est-ce que je veux créer avec ça. Puis tout à coup, ben, on se découvre un certain détachement à ce que notre idée s'adapte, évolue. Même réaliser que c'est pas la bonne idée, puis l'abandonner des fois. Déjà en partant, je pense qu'il y a une question déjà de savoir où on s'en va. Qu'est-ce qu'on cherche à créer? Fait que cette question-là de la vision, cette question-là de l'impact, on va dire dans quelle direction on s'en va. Là, ici, je vais aller, oui, par l'organisation, mais ça s'applique aussi aux individus sur certains facteurs. Il y a un autre élément, c'est pour qui est-ce qu'on cherche à créer cette vision-là? C'est qui notre client? C'est qui notre usager? C'est qui notre bénéficiaire? Je vous donne un exemple. Parlons de la thématique de la précarité alimentaire. On a accompagné des projets sur cette question-là. C'est extrêmement difficile d'avoir une vision pour sortir une solution si on dit que la personne qu'on vise, c'est toutes les personnes en précarité alimentaire. Parce que là, on peut commencer à se poser des questions, dire, mais ce grand groupe-là, il est constitué de qui? T'sais? Il est constitué de familles monoparentales. Il est constitué de personnes qui ont des situations momentanées où ils sont en précarité financière. Ils sont constitués de personnes qui ont peut-être de la difficulté à se rendre au point d'alimentation, des personnes qui habitent dans des déserts alimentaires, des personnes. Là, on commence à se mettre à décliner tout ça, là.
Puis on se rend compte qu'il n'y a aucune solution qui peut répondre à tous ces besoins-là. Il y a un éventail de solutions qui répond à plein de situations différentes, puis plein de particularités différentes. Si on prend le langage du marketing, souvent en marketing, on appelle ça le couple produit-marché ou le couple. Donc, c'est quelle est la solution pour qui exactement est-ce qu'on va connaître cette chose-là? Donc, la vision de qu'est-ce qu'on cherche à créer, une bonne connaissance des personnes qu'on cible, c'est déjà un très bon début. On se rappelle aussi la définition, des besoins moins bien répondus, de populations spécifiques, des problèmes climatiques spécifiques, etc. Il y a un truc qui est quand même très galvaudé, qui est le droit à l'erreur, la perspective de l'erreur. Quand on parle d'innovation, on parle de nouveauté. Quand on parle de nouveauté, on parle d'incertitude. Quand on parle d'incertitude, on parle de risque. Si on n'est pas dans une perspective d'être en mesure de prendre des risques, et qui dit prendre des risques, c'est faire des erreurs, on n'est pas dans une posture où on peut véritablement aller en innovation, explorer, tester des choses, etc. Cet élément-là est quand même assez fondamental, autant dans une culture d'organisation que même au niveau des individus. On connaît tous, ou toutes, probablement des gens qui ont toujours le réflexe, et peut-être même, ou vous-même, qui ont toujours le réflexe de vouloir avoir A+ dans son bulletin. Habituellement, c'est des personnes qui ne sont pas très, très bonnes en innovation. Parce que c'est de la première version, il faut réussir à l'avoir. C'est des gens qui sont souvent inconfortables dans l'échec, puis souvent qui ne voient pas l'échec comme une opportunité d'apprentissage, mais qui voient l'échec comme une finalité. Donc, on dit souvent, là, excuse-moi pour l'anglicisme, là, mais c'est une phrase qui est très utilisée en innovation, de dire fail fast, fail often, fail inexpensively. C'est si on veut, le credo de l'expression fail forward. Faire des échecs par en avant. Donc, faites des échecs pas chers, faites des échecs souvent, faites des échecs rapidement, parce que c'est le meilleur moyen d'aller vers l'avant. Les humains viennent avec des biais. On a tous des biais, pour la plupart du temps, inconscients, de nos expériences de vie, de nos valeurs, acquis culturellement, etc., et qui nous font voir le monde d'une certaine manière. Et si, par exemple, vous constituez une équipe pour un hackathon, et que vous montez une équipe seulement de personnes du même background, même expérience de vie, même expertise, etc., ben finalement, vous multipliez le nombre de mains, mais vous ne multipliez pas le nombre de têtes, parce que tout le monde pense pareil. Dans les organisations, il y a un curseur entre cohésion et diversité des équipes. Souvent, quand on est en exécution, on est en opération, on va chercher à avoir un peu plus de cohésion dans les équipes. Comme ça, les gens, on va marcher dans la même direction, ça va être plus efficient, ça va être plus efficace. Or, ça met des énormes angles morts quand on cherche à faire de l'innovation. Souvent, ce qu'on va chercher à retrouver dans les équipes d'innovation, c'est de la diversité. C'est des compétences qui sont complémentaires, mais des diversités de points de vue, des diversités d'expérience, d'âge, de genre, d'origine ethnique, etc. Donc, aller chercher une diversité et également une diversité des savoirs qu'on intègre à l'intérieur des équipes. L'innovation, historiquement, est venue beaucoup des domaines de la science, beaucoup des domaines de l'ingénierie, qui sont des domaines qui ont une culture très, très forte, très technique, et avec une appartenance professionnelle très forte, et qui ont souvent tendance à penser que c'est eux qui ont la réponse. Or, l'innovation se trouve à l'intersection de différentes choses, donc la pertinence, la faisabilité et la viabilité. Donc, est-ce que ça répond aux besoins de l'usager? Est-ce que c'est faisable? Puis, est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est assez rentable pour pouvoir poursuivre cette chose-là? Puis, les savoirs d'usage sont essentiels à avoir dans l'équipe. Et les savoirs d'usage, c'est les citoyens qui les ont. C'est quand on parle d'innovation sociale, d'innovation dans les communautés, c'est ce qu'on va parler justement des savoirs citoyens, des savoirs militants, des savoirs d'usage. C'est les gens qui comprennent c'est quoi les solutions qui ont existé, c'est qui les acteurs, c'est quoi les particularités du quartier ici. Qu'est-ce qui fait historiquement que les dynamiques entre une communauté et une autre sont comme ça, etc. Et souvent, c'est beaucoup plus facile d'outiller des citoyens à faire de l'innovation avec des outils, des méthodes, que de transférer la connaissance de contexte à des gens qui sont experts. Si vous êtes en train de faire de l'innovation pour des populations, pour des communautés, pour des bénéficiaires, usagers, etc., faites l'effort d'aller chercher les citoyens. Vous faites un service
d'intégrer cette connaissance-là dans votre projet dès le début. L'inclusion de qui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut inclure? Une des raisons aussi pour laquelle on cherche à avoir les communautés, les bénéficiaires, les usagers, etc., qui sont un peu les destinataires de nos innovations dans le projet, c'est que j'ai déjà quelqu'un qui m'avait donné une expression que j'aimais beaucoup qui dit « Faut pas essayer de faire boire un chameau qui n'a pas soif ». Puis ce commentaire-là, ce qu'il voulait dire, c'est vous êtes peut-être en train de développer une solution pour une problématique à quelqu'un qui n'en a pas besoin ou qui ne le ressent pas. Puis peut-être que vous êtes en train de pousser votre vision de la réalité des choses sur une personne qui ne partage pas cette vision-là. Fait que on revient encore une fois à la question des biais dans ce domaine-là. Votre vision du monde est peut-être pas la vision du monde que les personnes ont de l'autre côté. Et quand on arrive souvent je parle des innovateurs sociaux de tête et des innovateurs sociaux de cœur. Quand on est les innovateurs sociaux de tête ou innovatrices sociales de tête, c'est souvent des personnes qui approchent les problématiques par, si on veut, leur cadre de métier ou une pratique professionnelle. Donc, on peut parler de gens en aménagement, en architecture, qui cherchent à changer la manière dont la ville est faite, etc., mais qui approchent beaucoup la problématique par une perspective, de manière assez froide, dans une perspective justement d'expertise et de résolution de problèmes. Il leur manque souvent justement l'aspect citoyen, mais ils ont des bons outils pour travailler à la résolution de problèmes, mais souvent encore une vision du monde. De l'autre côté, quand on parle des innovateurs sociaux, ce que j'appelle les innovateurs sociaux de cœur, c'est des gens qui avancent c'est des gens qui le font pour des raisons de valeur. C'est des gens qui ont vu des injustices, qui ont vécu peut-être eux-mêmes des injustices qui tentent de régler. Ça leur donne, encore une fois, tout à l'heure, la connaissance de contexte, mais ça met aussi des œillères souvent assez particulières. Parce que quand on est impliqué émotivement dans des situations, qu'on commence à vivre des frustrations, qu'on commence à vivre de la résistance, souvent on a un peu le réflexe de défense puis le réflexe de confrontation. Puis à ce moment-là, ben, ça devient très, très, très difficile d'avancer froidement puis d'aller dans la bonne direction. Fait à ce croisement-là, quand on est dans les biais, quand on est dans les valeurs, le gros point de vigilance, c'est toujours prenez pas de recul, essayez d'être le plus objectif possible, intégrer les personnes au sein de l'équipe, allez à chercher d'autres perspectives, puis faites attention à ce que vous amenez dans le projet. Parce que des fois, ça peut être une vision, souvent c'est une vision qui est biaisée.